Fabrice Ribet, DGA du pôle patrimoine Habitat Collège au département. Et je suis au département depuis une douzaine d'années, puisque j'étais auparavant adjoint directeur général des services. Et je voudrais vous parler de ma passion pour la musique, d'une façon générale, pour les vinyles en particulier. Et mon côté un peu collectionneur que j'ai depuis l'adolescence, hein, j'allais dire depuis toujours, mais quasi. Et donc j'ai commencé dans les années 90, en gros, à collectionner pas mal de CD. Aujourd'hui, j'en ai 2000, 3000. Hein. Je tiens pas un décompte précis, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Et depuis, en gros, une dizaine d'années, en plus des CD, j'ai ouvert ma collection à d'autres supports, et en particulier les vinyles, avec le renouveau depuis 5-10 ans maintenant hein, de ce support qui, selon moi, est de loin le meilleur à tout point de vue. Moi spécifiquement, j'ai dans ma collection un groupe que j'affectionne tout particulièrement. Pas forcément le plus connu du monde encore qu'il l'est relativement et qu'il a acquis le statut de groupe culte, qui est un groupe anglais, de rock anglais. C'est pas forcément non plus le style que je privilégie a priori, mais pour plein de raisons dont je vais dire quelques mots, c'est vraiment ce groupe-là qui m'a à un moment donné le plus parlé, qui m'a le plus fait vibrer et celui pour lequel j'ai démarré ma collection. Alors peut-être pour commencer, il n'est pas impossible que vous ayez déjà croisé dans la rue des gens, que vous ayez déjà vu quelque part ce symbole, là. Ce symbole qui s'appelle le pulsar et qui a servi de logo au premier album en 1979 du groupe Joy Division. C'est quasiment la première fois que quelqu'un prend le risque de sortir un album où il n'y a rien. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de nom de groupe, il n'y a strictement rien du tout. Et il faut retourner, donc imaginez à l'époque le vinyle, hein, pour savoir de qui il s'agissait. Donc c'est un groupe qui a connu 3 ans, allez à tout casser, 3 ans d'existence à la toute fin des années 70, qui a démarré comme un groupe de punk, pur punk, suite à la première vague du punk en Angleterre avec les Sex Pistols. Il s'appelait à l'époque Warsaw, et qui, au bout d'un an, a commencé à évoluer sur un style musical un peu différent. Ils ont choisi de s'inspirer de personne et de créer leur propre son. Et c'est notamment ça qui fait cette particularité, ce côté un peu mythique du groupe Joy Division, parce qu'il y a eu énormément de groupes qui les ont copiés après, mais eux, en tout cas, sont partis d'une feuille complètement blanche. Enfin, ce groupe est indissociable du territoire dans lequel il est né. Il est né à Manchester. Manchester, dans les années 70, c'était la catastrophe industrielle comme on n'a jamais connu ailleurs. Et ce groupe, qui est un groupe d'ouvriers et de familles d'ouvriers de Manchester, est indissociable, et son son même est indissociable du territoire dans lequel il est né. Voilà, ça c'est la deuxième chose qui fait que c'est un groupe un peu particulier. Et puis la troisième, c'est qu'il a connu donc une existence météoritique. 3 ans tout mouillé, mais en réalité en tant que Joy Division à peine 2 ans et quelques. Un album sorti, un autre à l'été 1980, alors que le groupe n'existait déjà plus, puisque le chanteur et leader de ce groupe, qui s'appelait Ian Curtis, a choisi en mai 1980 de mettre fin à ses jours, à la fois pour des raisons d'ordre personnel et aussi parce qu'il était victime d'une maladie, de l'épilepsie en l'occurrence, et en particulier lorsqu'il était fatigué, lorsqu'il était stressé ou lorsqu'il était tout simplement en concert. Il a perdu connaissance à plusieurs reprises pendant les concerts et c'était devenu une sorte d'attraction pour le public, alors que c'était sa vie qui était en jeu, sa santé du moins, et au final sa vie, puisqu'il a choisi de mettre fin à ses jours en 1980. C'est lui, Ian Curtis. Vous allez voir à quoi il ressemble. Je l'ai ici sur un vinyle, ça s'appelle un picture disc, un vinyle sur lequel on imprime avant le micro-sillon une image. Alors après avoir évoqué le premier album, juste pour avoir une idée du visuel, ça c'est le deuxième album qui s'appelle Closer, donc qui est sorti à titre posthume en juillet 1980. Sachant que ce qui fait aussi la particularité de ce groupe, c'est que ces 2 albums ont été édités par une maison de disques totalement inconnue à l'époque, de Manchester, qui s'appelait Factory. Factory comme l'usine dans laquelle ils ont choisi de naître. Et Factory, c'est une maison de disques un peu mythique qui est morte dans les années 95-96. Alors pour être tout à fait complet sur l'histoire, et après j'en ai fini avec l'histoire du groupe, lorsque le chanteur s'est pendu, les autres membres du groupe ont tombé des nues et ils ont choisi de continuer à faire de la musique ensemble.
Simplement, ils avaient passé un pacte entre eux qui était que si jamais l'un des membres du groupe partait, évidemment, ils n'imaginaient pas le pire à l'époque, alors les autres devaient partir sur un autre groupe, un autre univers. Et ils ont choisi tous les trois de former un groupe qui était important dans les années 80, qui s'appelait New Order. Et le style musical de New Order est quand même très différent de celui de Joy Division. Joy Division, c'est du rock anglais, rock alternatif, comme on l'appellera plus tard dans les années 90. C'est même souvent d'ailleurs plus proche du hard rock, même, de Black Sabbath par exemple, notamment en concert, parce que le son en concert est très différent du son en studio. Tandis que New Order, c'est un mélange d'électronique et de rock. Voilà. C'est un groupe qui ressemble un peu à du Depeche Mode, mais avec un peu plus de guitare, pour faire simple. Voilà, c'est tout ça, l'univers de Joy Division. Et c'est tout ça qui contribue, je pense, à en faire un groupe un peu culte. Dans le top 15, on a Joy Division, voilà, qui n'est pas forcément très connu, j'en ai bien conscience pour le grand public, mais pour les collectionneurs, ça fait partie des groupes mythiques. Alors je voudrais vous présenter une série de disques un peu spéciaux, parce qu'il y a une chose qui peut paraître étrange, c'est comment on peut collectionner les disques d'un groupe qui n'a jamais sorti que 2 albums. Ça paraît, il suffit d'avoir les 2 albums et on n'en parle plus. Et ben non, c'est pas si simple que ça, puisqu'il existe une infinité de disques pirates, parce que ce groupe, même s'il a sorti que 2 albums, il a fait énormément de concerts, et ces concerts ont souvent été enregistrés. Donc j'ai sorti ici quelques disques un peu particuliers que je voudrais vous montrer. Alors, par exemple, celui-ci, c'est l'enregistrement sur 2 vinyles d'un concert. Enfin, peu importe la pochette, ce qui est intéressant, je trouve, c'est le disque qui ressemble à ça. Ça s'appelle un disque splatter. Sur une base qui est un disque transparent, quasi transparent, on fait des traînées comme ça de couleurs, et je trouve que ça donne un côté très sympa, et a fortiori quand on le pose sur la platine et que le disque tourne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a énormément de disques du groupe qui ont été édités en Asie, au Japon ou encore en Chine. Et ce sont souvent parmi les disques les plus difficiles à trouver. Donc celui-ci, c'est un exemple d'un disque japonais, comme on le voit ici. Je pense que tout le monde est capable de lire le kanji sans difficulté. Ce qui distingue les disques asiatiques, de façon générale japonais ou chinois, c'est qu'ils ont un bandeau ici qui s'appelle un obi. Et donc évidemment, tout l'intérêt, c'est de trouver la version avec le obi qui va bien. Donc ça, c'est du japonais. Donc ça, c'est typiquement un single du groupe qui n'est jamais sorti sur aucun album, qu'on retrouve dans les bandes originales de plein de séries télé, par exemple des séries Netflix comme Stranger Things, comme Peaky Blinders, comme 13 Reasons Why, etc., etc. Il y a cette chanson qui est présente dans plein de musiques de films aussi. Et puis ça, encore des disques splatter, cette fois-ci c'est du chinois. Et on a un hobby qui est un peu différent, et c'est l'enregistrement de 2 concerts, un de septembre 1979 et un de février 1980. Et puis la dernière chose dont je voudrais parler, c'est du lien particulier entre Joy Division et la France. Même si ça se sait pas beaucoup, il y a à double titre un lien spécial entre le groupe et la France. Premier titre, c'est ce disque qui l'illustre. L'un des meilleurs concerts du groupe, peut-être le meilleur, c'est son seul et unique concert à Paris. Son seul et unique concert en France d'ailleurs, qui se passait au Bain-Douche en décembre 1979. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que dans la stratégie très étrange, enfin suicidaire d'un point de vue économique et de Factory, ils ont eu la bonne idée, c'est très ironique ce que je dis, de conventionner avec un éditeur français basé à Rouen et à sortir un 1578 exemplaires, ce qui est peut-être la meilleure chanson du groupe. Autrement dit, à l'époque en tout cas, personne ou quasi n'a pu avoir connaissance de cette chanson, et donc évidemment c'est l'un des objets pour les collectionneurs de Joy Division les plus recherchés, et ben je l'ai là. Alors c'est vraiment un objet, donc édité à Rouen en début 1980. C'est comment dire, je vais commencer par l'ouvrir comme ça. C'est un tableau qui a été peint pour l'occasion, par un artiste qui fait des tableaux de science-fiction pour l'essentiel. Et c'est une sorte de classeur en 3 parties qui comprend un texte un peu long, un texte très philosophique et pas forcément très facile à lire,
qui comprend quelques photos, et qui comprend donc édition tirage limité, etc. Et qui comprend donc un simple 45 tours, donc un petit disque, hein, une chanson par face, du groupe. Et ben ça, typiquement, ça fait partie des choses les plus difficiles à dénicher et à trouver pour les collectionneurs. Donc j'ai le numéro 1203, là. Dernière chose peut-être sur le lien entre le Joy Division et la France. Si le chanteur c'est... enfin la France, le monde francophone, si le chanteur a mis fin à ses jours, c'est en particulier parce que il avait démarré une double vie. Il s'était marié très jeune, hein, à l'âge de 18 ans, il avait une fille d'ailleurs, qui avait 1 an et quelques au moment où il s'est suicidé, et il a rencontré une journaliste belge, c'est pour ça que je dis pas forcément la France, mais en tout cas le monde francophone, et il avait commencé une histoire complètement platonique avec cette journaliste, puisqu'il prenait énormément de cachets qui bloquaient les aspects neurologiques de sa maladie, et qui l'empêchaient d'avoir une relation autre que platonique. Mais bon, il a eu cette relation, cette double vie pendant quelques temps, et c'est, dit-on, hein, personne ne sait vraiment, mais dit-on, l'une des raisons pour lesquelles il a, à l'âge de 23 ans, choisi de mettre fin à ses jours. Voilà.